conférence que j'espère sympathique. Juste un petit truc, donc moi, mon nom est Thierry Fournier, je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Comic Box, qui vous laisse entendre que je parle un tout petit peu de comics en général. Et comme forcément, je ne vous connais pas dans le détail, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont vraiment au final du lecteur de comics, s'il y a des néophytes, s'il y a de simples curieux qui sont rentrés pour éviter le froid et la pluie, je vais un petit peu parler d'un auteur de comics, et bien entendu, ici on n'est pas en prison et on n'est pas à l'école non plus, et puis il y a un petit côté professoral dans le fait que je suis devant vous. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas, ou une petite précision que vous voudriez avoir, la personne qui va lever le doigt ne sera pas battue comme plâtre. On n'a pas eu d'accident, on n'a pas compté de blessés, donc n'hésitez pas à demander un truc s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Au pire, peut-être il y aura aussi des détails sur lesquels je vais revenir plus tard dans le déroulé, mais c'est vivant et on n'est pas en service commandé, donc n'hésitez pas. Bien entendu. Voilà, donc John Byrne, qui est en fait, quand on m'a demandé quel auteur je voulais évoquer pour cette conférence cette année, c'est le nom qui m'est venu. Alors, indépendamment du fait que c'est un artiste complet, un dessinateur et un scénariste complet qui a réalisé plein d'histoires sympathiques, c'est aussi tout bonnement, je pense, sans doute l'auteur le plus prolifique de son époque. C'est-à-dire que je n'ai pas le détail de sa production, mais on dépasse le millier d'épisodes. Les fascicules de comics comptant une vingtaine de pages, vous pouvez comprendre que c'est un peu comme si John Byrne avait produit plus de 500 albums franco-belges dans sa carrière. Et si je peux juste vous remettre derrière parce que c'est bon. donc c'est un peu comme si cet auteur avait produit et dessiné plus de 500 albums franco-belges. Alors bien entendu la productivité et la qualité ce sont deux choses différentes, mais enfin il se trouve que John Byrne a quand même réalisé quelques passages imposés dans l'histoire des comics et on va voir lesquels. Donc c'est ce monsieur, John Lindsay Byrne de son état, qui a la particularité d'être anglais de naissance, dont les parents ont déménagé au Canada et qui finalement s'est retrouvé à venir travailler pour les comics américains, qui s'est fait naturaliser pour devenir tout bonnement américain. John Byrne, donc c'est quelqu'un qui d'abord a un petit parcours international dans sa famille, qui dans son enfance était bercé par les séries télé anglaises des années 60, et même fin des années 50, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était nourri à coups de chapeau en boîte de cuir, par exemple, de rediffusion d'un feuilleton qui s'appelait Adventure of Superman, pour ceux qui connaissent, qui était avec George Reeves, donc un truc très minimaliste en termes d'effets spéciaux. Superman rentrait par des fenêtres et il y avait de vagues petits plans qui me laissaient entendre qu'il volait, mais enfin c'était quand même pas Star Wars. Et donc, c'est ce qui va un peu forger son inconscient, son imaginaire dans l'enfance. Et ça va être son premier contact avec les comic books, en tout cas les personnages des comic books, parce qu'à l'époque, en Angleterre, on trouve très peu d'ailleurs comme en France à l'époque, on trouve très peu de comic books ou d'équivalents traduits. Et John Byrne va se renseigner en étant enfant, va se procurer donc des réimpressions australiennes de Superman. Intéressé par la série télé, il cherche des BD, il trouve que ces albums australiens, donc on a un anglais futur canadien américain qui apprend les comics grâce aux Australiens. Et donc il déménage finalement au Canada, où là, surprise, il découvre qu'il y avait d'autres comics que Superman et Batman. Et ces comics-là, puisqu'on parle à peu près en 62, ce sont des comics mystérieux qui s'appellent Marvel. Et le premier comic book, vrai comic book que ce enfant achète, c'est un petit truc qui n'a pas du tout marché, qui s'appelle Fantastic Four numéro 5, qui est l'apparition d'un personnage que vous connaissez peut-être sous le nom de Dr. Fatalis. Et pour commencer une collection de comics, je pense que c'est pas le plus mauvais épisode. Donc le premier comic book, pour raccrocher un petit peu les wagons à tout un thème que vous avez peut-être pu remarquer dans le programme d'Angoulême cette année,
Le premier comic book que lit John Byrne, c'est donc une histoire dessinée par Jack Kirby. Et c'est un thème qu'on va un peu retrouver avec des hauts et des bas au fur et à mesure de la carrière de ce monsieur. En 60, au début des années 70, John Byrne, lui, il fait ses études. Et donc il commence à diffuser dans le fanzine de son université des choses un peu, il dessine comme ça, influencé par les comics. Et sa première création est un personnage qui s'appelle Gay Guy, donc le mec gay. Et gay au sens homosexuel. Il fait une parodie de super-héros qui affiche le fait qu'il est homosexuel. John Byrne ne l'est pas, mais c'est quelque chose qui est plus ou moins, on va dire, novateur, en tout cas pas courant dans des journaux d'université à l'époque. Il produit comme ça des petites BD au stade fanzineux et va se faire remarquer par un éditeur qui s'appelle Sharpton, donc qui est vraiment le deuxième ou le troisième rang des éditeurs de comics. Ça n'a rien de comparable avec DC ou Marvel en termes d'importance et de profusion. Et donc, au point d'ailleurs que Sharpton recrute les gens en utilisant son propre fanzine. C'est vous donner un peu une idée du niveau de l'éditeur en termes de puissance. Donc on recrute les gens en leur faisant dessiner des histoires au début gratuites dans ce fanzine-là, et puis si ça marche bien, on les fait monter dans les comic books pro, payés. Alors le premier, un des premiers boulots de Jack Kirby se fait avant. Il place d'abord des histoires d'horreur chez un petit éditeur qui s'appelle, j'ai trop mémoire, qui s'appelle plus, il n'y a pas de nom, donc qui est dans une publication qui s'appelle Nightmare, donc Cauchemar, c'est un truc d'horreur. Et chez Sharpton, son premier boulot identifiable, c'est ce personnage que vous voyez peut-être un petit peu dans les détails, donc le robot Rock 2000. Ce qui va nous permettre un petit peu de commencer à parler du style. Là, vous pouvez voir les premiers dessins de Byrne, et Byrne appartient à ce que moi j'appelle, alors ne cherchez pas sur Google ou dans les bouquins, c'est un terme à moi, ça n'a rien d'officiel, ce que j'appelle l'école molle. C'est pas péjoratif, mais John Byrne et certains autres auteurs du même moment, il y a Bob Layton, il y a un type qui a un peu moins fait carrière, ou en tout cas qui est moins connu, mais qui était aussi très talentueux, qui s'appelle Jerry Bingham. Cette génération-là d'auteurs vient après des gens comme Kirby, qui était très dans la masse, dans la masse. Neil Adams ou Jill Kane, qui était dans le dynamisme, dans le muscle, et Byrne et des gens comme Layton, eux, sont plutôt dans la rondeur, dans la chair. Et vous pouvez le voir d'ailleurs dans la silhouette de la jeune femme qui a des yeux d'ailleurs un peu manga. On est vraiment dans une chaloupe un peu, dans une rondeur, dans un arrondi de tout, y compris au point où, si vous regardez ce robot, Rock 2000, quand on vous dit un robot, vous n'imaginez pas forcément quelque chose d'aussi arrondi que ça. Alors ça peut peut-être même d'ailleurs plutôt aller dans des codes européens qui s'approcheraient de la franco-belge et du Néron, presque, hein, des choses comme ça. Mais voilà, au début des années 70, arrivent ces gens-là qui ont un truc, une approche moins anguleuse, on va dire, du dessin. Rock 2000, donc c'est plutôt humoristique aussi, ça s'encourage. Et pour ceux qui s'y connaîtraient un petit peu en comic book et qui auraient lu un peu plus tard certains comics de John Byrne, vous pouvez reconnaître derrière le personnage le plus massif qui compose l'arrière-plan. Si vous avez lu du Alpha Flight, c'est un personnage qu'on retrouve après, en tout cas ce design-là, on le retrouve sur le nom de Tundra, qui est un démon. Enfin, donc à l'époque, John Byrne, il est simple dessinateur, ce qui est une occupation tout à fait honorable, et il travaille avec un scénariste. Chez Sharpton, voilà, ce type qui est d'origine anglaise, avec ce cursus un petit peu télévisuel dont j'ai parlé tout à l'heure, se retrouve à être le prestataire idéal à qui on va confier un projet qui est l'adaptation en BD
de Cosmos 99, qui pour les anglo-saxons s'appelle Space. Voilà. Alors la série commence avec des couvertures de lui. Il ne fait pas toujours le contenu, mais enfin il fait quelques épisodes. Et il est pensé, je pense, comme étant ce qui est un petit peu caricatural, mais on se dit il a un passé anglais, il va plus comprendre peut-être les attentes de l'ayant droit, il se retrouve à dessiner ça. Là aussi, on franchit un pas, puisque d'un seul coup, il commence à faire quelque chose qui est identifiable. Rock 2000, on était un petit peu encore dans le pied dans le fanzine. Là, c'est le premier boulot pro sur plusieurs épisodes qui va le faire remarquer. À côté, vous avez sa première création chez Charlton. Alors là aussi, il n'est que dessinateur, mais Doomsday plus 1, c'est une. Je francise les chiffres. C'est une création qui est très intéressante parce que c'est quelque chose qui tient un petit peu de la planète des singes sans les singes. On s'embête, et un petit peu de Kamandi, pour ceux qui connaissent, ou de Walking Dead. C'est du survivalisme. C'est-à-dire qu'on a des astronautes qui, après avoir vu un peu des champignons apparaître un peu partout, se disant il y a dû se passer quelque chose, qui se posent en catastrophe sur Terre et qui se rendent compte qu'effectivement tout a pété pendant qu'ils n'étaient pas là. Et ils doivent un petit peu se considérer comme pratiquement les derniers survivants de la Terre. Alors, ça c'est le pseudo-crédible réaliste. Pour la petite histoire, la guerre nucléaire a fait fondre des glaciers et les dinosaures qui étaient à l'intérieur se sont réveillés. Donc c'est un petit peu frappadingue, mais c'est sympathique et c'est la première fois où, indépendamment de choses comiques qui ont été faites avant, où on voit John Byrne dessiner des choses un peu plus dans l'action. Alors bien sûr, il y en avait dans Cosmos 99, mais là, ce sont ses propres designs, ce sont ses propres personnages, c'est son propre rythme, et c'est ce qui va le faire remarquer un petit peu d'une autre société, c'est-à-dire que voilà, Byrne dessine les choses à sa manière, et un scénariste qui s'appelle Chris Claremont, qui travaille chez Marvel, se dit, bon, ce mec-là dessine bien, et j'aimerais bien qu'on l'embauche. Il se trouve que Chris Claremont est scénariste, entre autres choses, d'une série qui s'appelle Iron Fist. Un jour, le dessinateur prévu pour un épisode fait faux bon, et donc Claremont fait des pieds et des mains pour qu'on aille débaucher ce jeune John Byrne pour qu'il puisse travailler avec lui sur la série Iron Fist. Alors, Iron Fist, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est un maître des arts martiaux qui, quand il se concentre ou quand il est investi par à la fois l'esprit zen et la rage, ça dépend un peu de l'humeur du moment, peut transformer son poing en métal. Ce qui fait mal si vous le recevez sur la figure. Donc, Iron Fist, c'est l'arrivée de John Byrne chez Marvel, et ça se passe pas trop mal du tout, en particulier au niveau de la collaboration entre le scénariste et le dessinateur, même si c'est un héros mineur. C'est-à-dire que si j'avais dit Spider-Man, vous auriez peut-être tous compris dans la salle. Si je vous parle d'Iron Fist, il faut tout de suite expliquer un tout petit peu qui est la personne et comment ça fonctionne. Donc, la série, elle n'est pas promis un bel avenir commercial, mais on va dire que c'est un rodage. Et d'ailleurs, peut-être qu'on n'aurait pas embauché Byrne sur une série plus en vue directement. Donc, c'est ce qui va permettre un petit peu à l'équipe artistique, créative de se roder, à cette équipe Byrne Claremont ou Claremont-Byrne. Comme ça se passe bien, ben voilà. À l'époque, pour vivre de son art, il faut produire plusieurs séries par mois. Si vous faites le calcul, il faut une vingtaine de pages. C'est à l'époque, on va jusqu'à 17. Enfin, arrondissons à une vingtaine de pages pour produire un fascicule, mais vous devez produire plusieurs fascicules pour vivre de votre art, et donc on se retrouve à dessiner plus de 2 épisodes par mois. Donc on monte au-delà de la cinquantaine de pages sans doute. Vous regardez par le nombre de jours ouvrables et vous calculez que la cadence de travail est quand même loin d'être mauvaise. Donc il se plaît bien chez Marvel, qui en plus paye mieux que Charlton. Donc petit à petit, il désengage de Charlton et se consacre entièrement à dessiner du super-héros. Donc le super-héros étant
personnage souvent avec des super pouvoirs, pas toujours, mais souvent avec un masque et pas toujours. Le tandem Claremont et Byrne donc, fonctionne bien et va passer sur d'autres projets. Des projets de plus en plus ambitieux. Il y a une série qui s'appelle Marvel Team Up qui voit Spider-Man toujours faire équipe avec un super-héros différent à chaque fois dans chaque numéro. Et ça permet là aussi à Byrne de dessiner d'abord Spider-Man, ce qui est toujours bon dans le CV d'un jeune auteur, et puis un petit peu toutes les principales stars, y compris les personnages secondaires de Marvel. Il y a un projet de Byrne et de Claremont qui est la reprise d'un personnage oublié qui s'appelle Star-Lord. Donc Marvel compte beaucoup sur cette équipe-là pour lancer Star-Lord. Le problème, et on va voir après que c'est un trait de caractère qu'on va retrouver plus tard, c'est que Byrne, en dessinant le premier épisode, je vais dire poliment, s'embête beaucoup. Il finit le dernier d'ailleurs en dessinant à contre-jour le personnage parce que le costume lui sort par les yeux et en gros il arrête ce truc là. Donc c'était censé être une série très expérimentale, vendue à un format plus grand, vendue à un prix de couverture. Enfin c'était un truc stratégique de Marvel et Byrne refuse de continuer en tout cas. Alors, comme il refuse de continuer Star-Lord et ce personnage a pris une autre vie, vous l'avez retrouvé sur l'antécran l'été dernier dans les Gardiens de la Galaxie. Comme il refuse de continuer Star-Lord, Claremont lui dit pourquoi tu ne viens pas avec moi travailler sur les X-Men, qui sont à l'époque une série qui monte un peu en puissance, mais qui ne sont pas non plus là aussi les Avengers ou Spider-Man. Les X-Men, ce petit changement de stratégie va changer aussi pas mal de choses pour la série. Les X-Men, pour vous expliquer, c'était une série qui, juste dans les années 60, jusqu'au début des années 70, n'avait pas marché. Marvel avait été obligé de l'arrêter. Alors vous allez me dire, non, c'est pas vrai, ça marche bien, genre, on entend parler de ça, il y a des films. Non, non, à l'époque, ça ne marchait pas, ils ne savaient pas la vendre, ils avaient été obligés de la mettre au placard quelques années. Ils l'avaient relancée de manière plus heureuse avec un dessinateur qui s'appelait Dave Cockrum. Chris Claremont en avait pris le scénario et avait instauré toute une nouvelle génération de personnages, parmi lesquels on peut compter Tornade, Diablo, un personnage un peu griffu, vous voyez sur le dessin, qui s'appelle Wolverine, ou Serval pour les gens qui ont lu la BD française à une époque, et qui sourit bêtement, alors que Serval, c'était pas le bon animal, c'était une erreur de traduction assumée. Bon, bref, les X-Men, pendant tout le moment où c'est dessiné par Bob Cockrum, le personnage principal à qui on n'arrête pas de découvrir des pouvoirs, c'est une sorte de diablotin bleu qui peut se téléporter, qui s'appelle Diablo en France, Nightcrawler en VO. Dave Cockrum est un peu enquiquiné par le rythme de la série qui va en s'accélérant. On parle de la rendre mensuelle alors que lui n'arrive qu'à la produire de manière bimestrielle, une fois tous les 2 mois. John Byrne prend la suite, et qu'est-ce qui se passe? Il y avait un personnage que personne l'aimait vraiment, Claremont se demandait même s'il allait le tuer, qui était ce mutant griffu, Wolverine, ce mutant qui est canadien. Et donc on a un John Byrne qui est passé par la case Canada, qui se dit bah ouais, il y a des choses sympas à en faire, et qui, à partir du moment où il passe sur la série, et au bout de 5 ou 6 numéros, comme ils ont une dynamique d'auteurs qui se connaissent, finalement les scénarios sont de moins en moins écrits, c'est de plus en plus des discussions entre Claremont et Byrne, de plus en plus Byrne est le co-scénariste de la chose, et finalement le diablotin bleu passe au second plan, et c'est le Canadien griffu qui commence à prendre de l'importance, jusqu'à une saga qui s'appelle la saga du Club des Damnés, où d'ailleurs tous les X-Men sont prisonniers, et il reste que ce type-là à qui on apportait assez peu d'importance, c'était pas les pouvoirs les plus extraordinaires, quand vous avez 2 fourchettes qui sortent des bras, c'est spectaculaire, mais ça ne va pas remettre en cause l'univers. Et il y a un épisode où le Wolverine en question, c'est la case que vous voyez, sort des égouts, c'est-à-dire qu'il est tombé plus bas que terre, il a été battu par les méchants, les X-Men sont capturés, et là, l'épisode suivant, c'est pendant l'épisode Wolverine qui remonte et qui va arriver à retourner l'issue de la chose, et c'est vraiment le tournant à partir duquel les lecteurs eux-mêmes réalisent que ce personnage est sympathique, ou en tout cas populaire, et c'est ce qui va changer un petit peu la face du monde des X-Men, c'est-à-dire que vous n'auriez pas Hugh Jackman en train de faire
des mignonneries au cinéma si vous n'aviez pas eu ça. Et d'ailleurs, vous ne sauriez peut-être même pas vous-même qui est Wolverine. Il aurait sans doute zigouillé entre-temps. Donc le rôle de Byrne ne se limite pas, et en même temps quand je dis limité c'est péjoratif, le rôle de Byrne aurait pu être simplement de dessiner et de mettre joliment en image des bandes dessinées, mais à partir de ce moment-là, sa fonction, elle est essentielle, c'est-à-dire que c'est un acteur intégral du déroulement des histoires, de plus en plus. Ce qui va poser un petit peu de problème parce que Byrne en est conscient, il prend conscience de son importance et ça va pas toujours se passer de manière très heureuse. Pourquoi? Parce que d'abord, ben, il est le co-auteur, donc des fois il dessine de lui-même des scènes entières qui sont ensuite dialoguées par Claremont, et Claremont, ben, soit il ne le comprend pas, soit il décide que finalement c'est quand même lui le scénariste et il va mettre certains dialogues. Donc c'est une situation que Byrne vit de plus en plus mal. Et puis là-dessus se rajoute l'organisation, la séquence de travail des comics, qui est, à l'image de ce qui se passe d'ailleurs dans toute la BD mondiale, qui suppose quand même une hiérarchie. Vous avez au minimum un scénariste éditeur, vous avez un éditeur qui peut valider l'histoire ou dire bah non, tu vas me refaire cette scène d'escalier parce que je l'aime pas, ah puis non, tu vas mettre ce personnage au premier plan parce que finalement j'aime bien. Et donc, Byrne se retrouve dans une hiérarchie créative qui lui va de moins en moins. Il partage le pouvoir avec un scénariste qui n'est pas le scénariste à temps plein, mais qui a le dernier mot, c'est le cas de le dire, et un éditeur qui au-dessus décide des fois de l'issue de certaines histoires. Le cas présent, alors là, pour ceux qui connaissent le feuilleton Chapeau melon de cuir, dont on a compris tout à l'heure que c'était une influence déterminante pour Byrne. Une saga des X-Men, la saga du Club des Damnés dont je viens de vous parler, elle est entièrement inspirée d'un épisode de Chapeau melon de cuir qui s'appelle Touch of Brimstone. On voit peut-être un peu moins à cause de la couleur parce que le personnage est roux, mais cette jeune fille qui en fait est la super-héroïne Marvel Girl ou Strange Girl selon vos habitudes de lecture. Son costume, là, qui est un peu SM, est inspiré d'un costume que porte Diana Rigg, donc Emma Peel, dans Chapeau melon de cuir. Ça s'inscrit, pour revenir à cette histoire de hiérarchie créative, ça s'inscrit dans une grande saga que Byrne et Claremont ont prévue, où Jean Grey, donc cette super-héroïne, devient de plus en plus puissante, et la fable qu'ils ont imaginé raconter, c'est que le pouvoir absolu corrompt de manière absolue. Donc plus elle est puissante, plus elle perd un peu les pédales, une sorte de double personnalité qui se met en place, et alors qu'elle est au summum de son pouvoir, elle a le nom de Phénix, elle s'est réinventée, elle a une nouvelle entité, elle va encore plus loin et elle devient un personnage qu'on appelle le Phénix noir, qui est, vous l'aurez compris, qui est le Phénix le moins sympa, qui en vient à détruire des mondes, et ça ne va pas trop avec la moralité des X-Men. Donc l'équipe est obligée de neutraliser son propre membre, et l'idée de départ des auteurs, c'est qu'à la fin de la saga, elle perd ses pouvoirs, elle redevient donc la simple Jean Grey, et puis on passe à autre chose. L'éditeur de Marvel de l'époque, Jim Shooter, lui, ça ne lui va pas, il ne comprend pas comment quelqu'un qui peut avoir rayé des mondes peut s'en tirer avec un simple « j'ai perdu mes pouvoirs, je suis désolé ». La comparaison qu'il fait, c'est que finalement, c'est un peu comme si on disait Hitler, bon, tu ne l'as pas fait exprès, tout va bien. Donc il exige qu'il y ait une conséquence plus dramatique qui s'installe. Lui demande éventuellement que le personnage finisse en prison ou qu'il y ait une pénalité quelconque. Claremont qui se dit si elle finit en prison, on va en parler pendant des années, les lecteurs vont demander à ce qu'on la fasse évader ou je ne sais quoi, donc la seule solution c'est de la tuer. Et Phoenix, donc Byrne, c'est un personnage qu'il avait utilisé, avec lequel il avait un certain nombre de rapports, et donc il découvre finalement que la troïka éditoriale, scénaristique, penche pas de son côté, et que non, on va oublier un peu les histoires qu'on avait prévues derrière. Il y avait un an et demi d'histoires qui étaient projetées, et d'un seul coup on décide que non, on arrête cette saga avec la mort du personnage. Ce qui est un petit peu la dernière goutte d'eau dans le vase,
Byrne avait déjà décidé de se retirer de la série parce qu'il en avait marre de voir ces scènes réécrites. Là, on va dire que ça arrive même après la décision, mais que ça l'accélère. Et donc, John Byrne décide d'arrêter de travailler sur les X-Men, ce qui est la fin de cette équipe créative. Claremont et Byrne, il y aura quelques réunions accidentelles plus tard dans leur carrière, mais le partenariat ne sera jamais à la hauteur de ce qu'il a été là. Partenariat d'ailleurs qui a les trois têtes. Il ne faudrait pas oublier de préciser qu'il y a un scénariste, un dessinateur donc, qui fait Delaunay, et un auteur qui s'appelle Terry Austin. Et donc, je pense que c'est pas exagéré de dire que c'est une des meilleures, sinon la meilleure, pour pas mal de monde, époque des X-Men. C'est cette époque Claremont, Byrne, Austin, qui prend fin un petit peu en autre boudin, ou en tout cas pas de la manière dont c'était prévu.